anglais. Est-ce qu'on peut bouder ou bouder ou lutter contre l'unilinguisme alors que quelquefois il permet d'avancer plus rapidement? D'abord, on ne parle pas anglais, on parle globish. C'est-à-dire que moi j'ai eu de multiples témoignages, encore une fois, de réunions à la Commission européenne où tout le monde se comprenait en globish, et les seuls qui ne comprenaient rien de ce qui se passait, c'était l'anglais. Finalement, c'est une justice. Et moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois, et d'ailleurs, c'est pareil pour le français. C'est-à-dire que le français qui est parlé souvent dans les institutions, et au bout d'un moment, je préfère que mon interlocuteur parle sur le mauvais anglais que je vais comprendre, plutôt qu'il parle mal le français, parce que j'ai du mal à comprendre. Quand je lis les textes de la Commission, parfois, de temps en temps, il faut encore un effort. Je reçois le texte en français, mais c'est une souffrance horrible de voir ma propre langue se faire massacrer de cette façon-là. Je dirais que Wolfgang Schäuble a parfaitement résumé le problème. Donc il a dit qu'il voudrait adopter l'anglais comme langue unique des institutions communautaires, parce qu'au moins on ne massacrerait ni le français ni l'allemand, mais on massacrerait cette horrible langue anglaise. Donc ben voilà, ça résume. Et c'est vrai, moi j'aime bien voir les Anglais souffrir quand on parle leur langue, ils deviennent verts, ils sont là, et à chaque fois ils ne comprennent rien de ce que je dis, rien, mais simplement rien. Et c'est pas grave, je vais faire semblant parce que j'ai l'air de parler anglais. La simplicité de la langue, il faut arrêter avec ça. Les Français, alors à chaque fois j'oublie les chiffres, hein, donc vous me pardonnerez par avance, mais il me semble que le français c'est à peu près 30 000 mots. Et il me semble que l'anglais c'est 100 000 mots. On oublie toujours que l'anglais c'est une agrégation de plusieurs langues, et notamment il y a des racines, par exemple germaniques. Pour le poisson, moi j'ai vaguement suivi à un moment la politique de la pêche. Il faut quand même, en anglais, le même poisson il a 5 noms. Donc chez nous, il y en a un, voire parfois deux, mais 5 noms différents. Et donc, je me dis, mais de quoi il parle? L'acier, c'est la même chose. Dans tous les domaines techniques, vous avez de multiples mots en anglais que la plupart du temps, on ne maîtrise pas. Mais clairement, un native English maîtrise parfaitement, et d'ailleurs, il se fera un plaisir dans une négociation. Vous balancez un mot qu'évidemment, vous ne comprenez pas, vous tournez votre jeune énarque censé être multilingue, il dit quoi là? Mais on ne sait rien, et donc, c'est technique. Et donc, la simplicité, l'argument de la simplicité, toutes les langues, on donne un avantage extraordinaire à la personne à qui on négocie quand on négocie dans sa langue. Moi, franchement, je me rappelle encore d'une fois que j'avais rencontré, il y a très longtemps, en 80, je négociais pas, c'était en 1990, j'avais rencontré à Londres, j'ai été voir Douglas Hurd, donc qui était à l'époque chancelier non, il était ministre des Affaires étrangères, de Margaret Thatcher, je peux vous dire, c'était la classe, c'était pas la classe politique actuelle, je peux vous dire. C'était pas Boris Johnson, vous voyez, donc ça laisse le dire. Et donc, on discute comme ça, bâton rompu, et il parlait en français, mais qui était meilleur que le mien. Et quand je dis meilleur que le mien, je ne plaisante pas. Et avec toutes les nuances, ça fait partie de ces gens qui sont capables de parler plusieurs langues aussi bien que nous. Et au moment où on passe à l'interview, il l'a fait en anglais. Il ne l'a pas fait en français. Moi, le nombre de ministres français qui font des interviews en anglais et qui après se trouvent piégés parce qu'ils croient avoir dit quelque chose alors qu'en réalité ils ont dit autre chose, c'est incroyable. Un Américain, jamais un Américain ne négociera dans une autre langue que la sienne, même s'il parle très bien l'espagnol, très bien français, très bien ce que vous voulez. Donc, encore une fois, l'argument de la simplicité, d'un point de vue linguistique, et quand vous lisez tous les linguistes, ils vous diront la même chose. En réalité, il faut que ce soit votre langue de naissance. Alors, il y a des gens qui parlent très bien de langue. Moi, je connaissais par exemple un journaliste du Figaro qui s'appelle Pierre Lechev, qui est né en Macédoine, qui a été élevé en Autriche, au lycée français d'Autriche, donc il parlait aussi bien allemand, et puis il a été élevé dans des lycées, dans des écoles en Grande-Bretagne, et donc il parlait 5 langues couramment, il écrivait 5 langues couramment, et je peux vous assurer que c'est du sérieux. Mais à part la jeune fille là, tout à l'heure qui est là, bon, ça fait partie aussi de ces gens qui sont nés dans 2-3 langues, mais c'est exceptionnel, c'est 0,001% de la population. C'est eux. Alors, tout le monde dit, ah, c'est l'avenir. Non, c'est pas l'avenir, ça restera toujours une exception d'exception. Vous faites partie d'une élite, d'une super élite. Allons-y, le temps des questions est venu, alors j'aurai 2 recommandations. D'abord que vous vous identifiez et ne posez que des questions. Pas de commentaires, les commentaires en revanche peuvent être faits auprès des interlocuteurs de ce panel une fois qu'on en aura terminé. On a devant nous encore 20 minutes, exactement. Et des micros circulent de ce côté-ci. Alors, je crois que le micro est quelque part, je ne vois pas où, madame. Merci beaucoup, c'est Olga Kosmidou. Vous avez répondu des commentaires, je m'envoie dans le terrain. Cours alors, cours.
je connais M. Quatremer depuis longtemps, parce qu'on était dans les mêmes environnements et on est pratiquement toujours d'accord. Je souscris à tout ce qu'il a dit, et notamment, et je tiens à le dire, qu'il est très difficile pour les interprètes et les traducteurs quand un orateur parle un mauvais anglais. Il n'y a rien que les professionnels détestent plus que de devoir traduire, interpréter à partir de quelque chose que l'orateur ne maîtrise pas. Et c'est une situation impossible. On les paye pour faire leur travail, laissons-les faire leur travail. Ils sont formés pour faire cela, plutôt que de mal baragouiner des langues et ne pas comprendre ce qu'on dit et que les autres ne comprennent pas. Laissons les professionnels faire leur travail. Ça, c'était mon point. Merci, madame. Par contre, j'ai un petit point de vue d'accord. Quand il dit que les Anglais n'ont rien cherché, eh bien, ce n'est pas vrai. J'ai vu de l'intérieur comment ils ont organisé la chose et comment la Je suis tout à fait d'accord que les Français n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. J'en suis à 100%. Mais je sais aussi comment les Anglais. Je suis tenu par le secret professionnel, même si je suis... Dommage, non, allez-y. Allez-y. On ne le répétera pas. Ne répétez pas comme je sais, d'accord? Je peux vous dire une chose. Quand on a créé l'EPSO, qui est l'organisme qui gère les concours, on a tout fait pour que ce soit un anglais qui a changé le système parce que le système était basé sur les concours français. Et sans qu'il y ait des décisions politiques, parce que là, ils savaient qu'il n'y aurait pas de décision politique, on a tout changé. Et c'est politique à l'extrême, parce que désormais, il n'y a que le système anglais. Petite question. Oui, petite question. Et après, j'en prendrai deux autres et on répondra. Madame. Il y a un journal à Bruxelles, anglophone, qui vous informe de la bulle bruxelloise. Vous comprenez? Moi, je viens là, vous comprenez le journal, je pense. Oui, je crois qu'on connaît le titre, Politico, en l'occurrence. Ça incite tout le monde à lire en anglais, puisqu'il n'y a que ce journal-là. Et c'est très bien fait par le journal. Petite question. Lors des dernières élections européennes, au moins à 2 reprises, c'était marqué dans ce journal, et si je ne me trompe pas, je n'ai pas vu de protestation, qu'il ne fallait pas qu'on envoie des députés s'ils ne pouvaient pas parler en anglais. Et je me suis dit, quoi? Désormais, aux élections, on n'enverra que les professeurs de langue. Alors, comme membre du Parlement européen, je n'ai vu aucune protestation. Si donc il y a pour ces élections les mêmes articles, est-ce que vous avez écrit quelque chose? Merci beaucoup. Donc une question qui s'adressera, on laissera Jean répondre à cette question. Je vais en prendre deux autres dans la foulée. Donc bien vous identifier et encore une fois des questions. Monsieur. Mon nom est Philippe Parret, je suis membre de cette académie. Vous avez été cité tout à l'heure. Alors j'ai une question aux trois panélistes en tant qu'acteurs des médias. Une des asymétries favorables à l'anglais, qui peut être légitimement considérée comme une injustice, c'est le fait que ce qui est écrit en anglais, ce qui est publié en anglais, se diffuse beaucoup plus rapidement, beaucoup plus puissamment à travers l'Europe et à travers le monde que ce qui s'écrit dans les autres langues. Alors, Jean Quatremer a fait allusion tout à l'heure au développement des logiciels de traduction. Alors, je ne crois pas que pour l'oral, ça fonctionnera très bien. Si j'avais une petite puce dans l'oreille pendant que tu parlais tout à l'heure, je crois que ça aurait fait un bilan charabia. Mais pas en raison de ton contenu, mais en raison de tous les logiciels qu'il aurait fallu mettre en séquence pour faire comprendre dans une autre langue ce que tu disais. Mais par contre, pour l'écrit, ma question à vous, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas un espoir sérieux à mettre dans le développement de l'amélioration, dans l'amélioration de la qualité des logiciels de traduction de l'écrit pour la diffusion de tout ce qui s'écrit dans d'autres langues que l'anglais, puisqu'à ce moment-là, à peu de frais, très rapidement, on pourrait diffuser ce qui s'écrit dans nos langues à travers le monde, à travers l'Europe. Donc, est-ce que c'est un espoir sérieux à vos yeux? Merci beaucoup. On va prendre une troisième question. Il y a deux mains qui se lèvent. On va me donner la prime à la jeunesse, ici. Donc voilà, je m'appelle
Jules, je suis à l'école européenne numéro 3 et j'ai une question pour Jean Quatremer. Pour vous, il est plus utile d'apprendre des langues étrangères et donc de ne plus être multilinguiste pour pouvoir communiquer directement avec les autres, mais d'attendre que l'intelligence artificielle nous permette de traduire tout ce qu'on dit. Merci. Alors Jean, tu peux déjà répondre à cette question, et ensuite les deux autres, c'est l'agenda caché, par exemple de Politico, qui réclame des députés qui ne parlent qu'anglais. Est-ce qu'il faudrait des députés européens qui obligatoirement parlent anglais? Et la question de M. Van Paris sur est-ce peut-on compter sur les logiciels de traduction pour, au fond, résoudre la question qu'on se pose, c'est-à-dire les médias face à l'unilinguisme. Jean, intelligence artificielle ou apprentissage des langues? Non, de toute façon, aujourd'hui, il faut apprendre des langues, c'est évident. Mais à terme, il est clair que, moi je suis persuadé, les progrès des logiciels d'interprétation et de traduction, les deux, en l'occurrence, sont tellement rapides que c'en est épatant. Moi j'étais, l'année dernière, j'étais en Chine, et moi j'ai pu parler avec, c'est pas une conversation de très haut niveau, mais je parlais avec des Chinois, on avait le logiciel d'interprétation chinois, donc français-chinois, et bien je peux t'assurer que j'ai pu voyager à travers la Chine sans aucun problème. Alors là, on en est au niveau de où est le restaurant, demain un taxi à telle heure, machin, ça coûte combien, qu'est-ce que j'ai en train de manger là, ah un chien, ça c'est intéressant, etc. Donc vous voyez, on est à la base, mais ça commence. Qui aurait dit, imaginez, moi je me souviens encore, et je vois d'anciens collègues dans cette salle, en 1995, on nous avait dit, on avait du téléphone portable, des ordinateurs, le fait qu'on pouvait envoyer un papier de n'importe où dans la campagne, directement à notre rédaction, de recevoir toutes les dépêches, toutes les infos, on aurait dit, mais ça ne va pas avant 2 siècles. Et ça a été tellement vite, ça a été tellement rapide, que je crois véritablement que ça va l'irruption des logiciels d'interprétation et de traduction, et je distingue bien les deux, sont beaucoup plus rapides qu'on ne l'imagine. Est-ce que ça sera une puce dans l'oreille? Je ne pense pas de notre vivant. Mais peut-être les jeunes générations connaîtront ça. Mais l'intérêt de connaître la langue de quelqu'un d'autre, c'est aussi de connaître sa forme, la façon dont il pense, dont il réfléchit, etc. Donc c'est pas inutile, évidemment, même si demain on a une puce qui nous interprète toutes les langues directement, c'est quand même bien de savoir exactement comment l'autre raisonne. C'est-à-dire, quand vous parlez à un Allemand, par exemple, les Allemands, et pour les germanophones dans cette salle, ils sont très crispés par nous, les Français, parce qu'on passe notre temps à les interrompre. Parce que nous, au moment où on a dit 3 mots, on a compris ce que je voulais dire, et on l'interrompt, et on passe à autre chose. Un Allemand, tant qu'il n'a pas mis le verbe à la fin de sa phrase, on comprend que dalle. Il va en venir où? Alors on attend, et enfin le verbe. Ah, d'accord. Alors pour les Allemands, on est des bordéliques, et nous on dit, qu'est-ce qu'ils sont rigides, et on ne se comprend pas. Voilà. Alors pour répondre à madame, juste une notation sur les députés. Donc, alors Politico, ça c'est intéressant. Pourquoi Politico a trouvé des financements, et que par exemple, si on voulait faire la chose en français que Politico, on ne trouverait aucun financement. Alors là, c'est pas à l'État de financer, ça serait au marché. Il y a un marché francophone, il y a suffisamment de gens qui sont intéressés par ce qui se passe à Bruxelles, et on pourrait sans doute le vendre. Mais on n'a jamais trouvé de financement comme à l'équivalent de ce que Politico a pu trouver, je dirais à la fois, donc par le Spiegel, c'est Bertelsmann, et de l'autre côté par Politico aux États-Unis. Donc ils ont eu des financements, ils ont une rédaction de près de 100 personnes. C'est-à-dire que ça, c'est inimaginable. Vous vous rendez compte, moi, Libé, après 30 ans, je suis toujours tout seul. Le Figaro, c'est une personne. Les Échos, c'est 2 personnes, etc. Donc voilà. Donc, juste pour terminer là-dessus, quand même, on ne peut pas imposer à un homme politique de parler des langues. Il est élu dans son pays. On pourra lui imposer de parler 2 ou 3 langues le jour où on aura une circonscription transnationale. Tant que les élections européennes ont lieu dans les circonscriptions nationales, chacun se fera élire dans sa langue, et tant pis s'il parle que grec, s'il parle qu'estonien, etc. Ce n'est pas le problème de Bruxelles. Voilà, ce sont des élus. Alors en revanche, si vous voulez vous faire élire dans une circonscription transnationale au niveau européen, vous avez intérêt à parler 3, 4, 5, 6 langues. Béatrice, je voulais te donner la parole sur ce thème. Est-ce qu'un thème pour les médias, ce ne serait pas de passer ce message, de dire aux électeurs et à ceux qui se présentent, parlez votre langue fièrement dans les différentes instances européennes que vous allez nous représenter? Je pense qu'il y a d'autres sujets prioritaires par rapport à ça. Ça me paraît je ne suis pas sûre que ce soit tellement urgent. Je pense que tout ce qui peut favoriser un meilleur consensus, une meilleure manière d'être efficace
et de passer à l'acte sur un certain nombre de politiques est utile. Honnêtement, je ne sais pas si c'est la langue qui va jouer l'effet de levier. Je ne suis pas sûre. Désolée. Un exemple. Comment dit-on politique industrielle en anglais? Qu'est-ce que tu veux prouver avec ça? Ce que je prouve, c'est que dès que vous parlez en anglais d'État, de marché, politique industrielle, ça n'a pas le même contenu. C'est-à-dire que pour un anglais, parler d'État, c'est pas bien, parler de marché, c'est génial. Nous, en français, on entend le mot État ou sur le garde à vous, on chante la Marseillaise, on entend marché, on dit ultralibéralisme, c'est pas bien. Ouais, je pense simplement que c'est aussi c'est un problème presque de luxe au niveau politique parce qu'on a des fonds publics pour permettre des interprétations en direct pour les gens qui ne parlent pas leur langue. Par contre, dans le monde de la vie réelle, je vais dire, le monde des affaires, on est bien obligé de parler la langue de l'autre, de maîtriser l'anglais pour arriver à des solutions. Donc je crois qu'il faut aussi raison garder et se dire que ce qui existe sur l'île européenne, de la Commission européenne, des institutions européennes, n'est pas la règle qui vaut dans le monde des affaires. Et que là, c'est l'efficacité, le coût qui va faire la différence. Pour ce supplément sur l'Europe qu'on va faire en français, les gens me demandaient tout de suite comme ça, me disaient, tiens, comment vous allez faire pour traduire? Un des handicaps, évidemment, c'est la traduction. C'est sûr que si à un moment donné, la technologie nous aide à traduire, on va faire le produit beaucoup plus vite, il va nous revenir beaucoup moins cher. Donc le coût de la traduction est certainement un coût qui empêche les projets de venir. Je pense par contre, quand il y a un intérêt commercial à ce que la traduction se fasse, on trouve les logiciels pour la réaliser beaucoup plus vite. Donc je pense que le sens de l'histoire, je ne sais pas, je sais que c'est un investissement important pour nous, c'est à la fois un investissement idéologique en fait, ce projet d'ailleurs un projet qui est un projet de volonté de créer un espace pour l'opinion publique européenne et que c'est donc un acte de foi de l'éditeur et des éditeurs. En même temps, on espère qu'il y a un intérêt à vendre ce supplément de 5 minutes qui sera payé. Il n'y a pas un effet pervers des logiciels de traduction et d'interprétariat, c'est-à-dire qu'en matière d'éducation aux journalistes, d'éducation aux médias, si on se repose uniquement sur ces logiciels, on finit par perdre ce qui est peut-être la spécificité de chaque culture, de chaque langue en matière d'enseignement de l'information. Bon, pour le coup, je suis pas du tout un spécialiste de l'enseignement des langues étrangères, mais pour avoir un peu entendu, écouté ce qui s'est dit ce matin, en particulier lors de la table ronde consacrée à l'intelligence artificielle au service de la traduction, de l'interprétariat, etc. Moi, j'ai notamment retenu que, à la base, si l'intelligence artificielle peut fonctionner, c'est d'abord parce qu'elle est enrichie par des données et un maximum de données, et que ces données sont le fruit du travail humain au départ. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail de traducteurs qui viennent enrichir la machine. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. La machine toute seule ne va pas nous sauver. Hein. J'ai 3 autres mains se lever, une ici. Alors moi je regrette, j'espère vraiment que les futurs logiciels de traduction ne nous priveront pas de Jean Quatremer en version originale. Monsieur. Je voulais m'adresser aux francophones ici, qui sont sans doute majoritaires, qui ont déjà fait l'effort de regarder les télévisions néerlandophones, à savoir la VRT ou la VTM ou d'autres encore. Lorsque les journalistes de la VRT ou de VTM interviewent un francophone, que ce soit en Wallonie ou en France, ils prennent toujours la peine de l'interviewer en français. Par contre, il y a une fâcheuse tendance parmi les journalistes francophones de la RTBF, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est le cas pour la RTL, c'est moins le cas, il me semble, bon, je peux me tromper, une fâcheuse tendance à interviewer des personnes néerlandophones en anglais. Alors je me demande pourquoi. Alors, il faut bien se rendre compte qu'on donne un très mauvais signal. On donne un très mauvais signal aux jeunes étudiants francophones en disant, vous voyez, ça ne vaut pas la peine d'apprendre le néerlandais à l'école. Donc là, je voudrais savoir comment ça se fait. Je ne sais pas si le monsieur de la RTBF... On va le solliciter pour la réponse, effectivement, avec Béatrice. Une autre question. J'en prends encore 2, et après l'horloge va sonner pour dire la fin de ce panel. Monsieur, voilà, ici. Et ensuite... Bonjour, Malco Tollet dans les ondes Infrancité. Donc pour en revenir aux médias, justement, est-ce que vous avez connaissance d'un média multilingue ou du développement d'une ébauche de projet de médias multilingues
quels ont été les écueils par rapport à ce type de projet économique ou autre? Vous pensez que l'avènement du plurilinguisme, la fois qu'on fait pour le plurilinguisme, ou l'avènement de logiciels de traduction permettront de rendre viable ce type de médias, et quelle est votre position là-dessus? Merci. Et ensuite, on a un micro par là-bas, c'est ça, je ne me trompe pas? Alors, on prend une dernière question, tout au fond. Merci. Vous avez dit seulement la question, mais je suis plutôt en commentaire ou comme... Ça va? Effectivement, c'est plutôt la question. Surtout qu'on est en fin de panel. Donc, pour le commentaire, peut-être vous vous rapprochez pour le faire directement aux intervenants. Je préfère prendre une question, si vous me le permettez, juste pour terminer. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, on répond à ces deux interrogations. Eh bien, comme je ne vois pas de main se lever, on va répondre à ça. Alors, Béatrice, pourquoi, d'abord, est-ce que c'est le cas? Les journalistes francophones ont tendance à interviewer en Belgique leurs interlocuteurs flamands en anglais. D'où ça vient? Parce qu'ils ne sont pas bilingues. Excusez-moi, mais c'est parce que généralement, il y a très peu de journalistes francophones qui osent d'abord parler la langue, mais ou la connaissent, donc, alors que l'inverse n'est pas vrai. Ça a tendance à changer, mais et que par ailleurs, il y a une proportion sans doute plus importante d'intervenants flamands qui sauront répondre soit en français, soit en néerlandais, soit en anglais aux questions qu'on leur pose. Donc la raison n'est pas très... Il y a des exceptions, bien sûr. Mais... Est-ce que ça change? Est-ce que ça change? Et les interviews, on vous est demandé alors? Pardon? Je passe l'interview, on a demandé qu'ils envoient un journaliste. Non, mais c'est très rare qu'il y a peu de journalistes francophones qui sont capables de faire une intervention. Alors, il y a un journal que m'avait donné Bertrand Fort, donc notre conseiller culturel et organisateur, ce journal Breuse, que je ne connais pas, mais qui est, je crois, en plusieurs langues, me semble-t-il. Je ne le connais pas, donc peut-être que Béatrice pourra en dire un mot. Mon expérience, pour ce qui avait été tenté en Suisse notamment, et quelques exemples en France, mais surtout en Suisse, le multilinguisme, à part dans les avions, ça ne marche pas. Ça marche dans les avions pour les publications in-flight, et en général c'est une langue et de l'anglais, mais c'est plutôt distrayant, puisque la moitié des pages sont consacrées à vous expliquer comment fonctionnent les issues de secours et le programme d'écoute ou pour regarder les films. Mais le journal, la publication à caractère multilingue, je n'en ai jamais vu fonctionner commercialement parlant, mais peut-être qu'il y a des exceptions. C'est à propos des exceptions, je ne sais pas si vous pensiez qu'à la presse écrite ou à la presse en ligne, mais bon, s'agissant de médias multilingues, n'oublions pas quand même les radios et les télévisions internationales, donc type RFI ou France 24 pour la France, la Deutsche Welle, etc., qui produisent et qui émettent en plusieurs langues. Évidemment, donc à chaque fois, certes, c'est normal pour les publics donc, différents. Alors, je vais vous la parole. Mais juste seulement, en plus, on pense toujours effectivement à la presse écrite quand on parle de multilinguisme. Encore une fois, la presse écrite est en voie de disparition. Le papier, là, vous voyez, si, moi, j'en suis écrit au sens papier, pardon, excusez-moi, papier. La presse papier est en voie de disparition. Alors évidemment, il faut bien comprendre une chose. On s'adresse, parmi les obstacles économiques, on s'adresse à un marché, d'accord? Le marché auquel on s'adresse, il est francophone. Oui, pour les Allemands, il est germanophone, pour les Britanniques, il est anglophone, etc. C'est à ce marché qu'on vend. C'est-à-dire, s'adresser à des gens qui parlent italien, allemand, espagnol en France, c'est un marché même pas de niche, c'est quasi, à mon avis, inexistant. Donc à qui vous allez vendre, à part quelques étudiants fous de langue, votre revue multilingue? Et moi, le seul truc que j'ai envie de lire le week-end quand je suis affalé dans mon canapé, je peux vous dire que c'est pas le taper Financial Times, parce que c'est un effort. Donc moi, c'est des articles en français, des livres en français, etc. Ça me relaxe. Voilà. Et je pense que 99,99% des Français sont dans la même idée. Donc, encore une fois, quel est votre marché? Comment vous allez financer? Une fois que vous posez cette question-là, vous avez pensé que le multilinguisme, sauf, oui, mais je parle de marché, je parle encore une fois de marché comme du marché français. C'est-à-dire, je ne parle pas du Luxembourg, je ne parle pas de la Belgique, je ne parle pas par exemple de la Suisse, où là, mais voilà, en Suisse ça ne marche pas. Donc c'est des exceptions, je veux dire, donc ça peut marcher sur 300 000 personnes. En France, 67 millions de Français ne sont pas multilingues. Donc encore une fois, il ne faut pas pleurer, si le marché n'existe pas, il n'y aura jamais de financement. Voilà ce que je veux dire. Oui, ben,
ont été posées en disant tiens, pourquoi vous ne publiez pas des articles du Standard en néerlandais chez vous et l'inverse. De fait, on pense qu'il n'y a pas de marché pour ça, qu'il n'y a pas d'intérêt et que les gens ne prendront pas ce média comme ça. Je vais simplement dire qu'il y a quand même une inversion de cette tendance à dire qu'on ne lit pas dans les langues autres. C'est les jeunes qui, en fait, quand même, sont extrêmement branchés sur les réseaux sociaux et passent, quand ils ont un accès à la scolarité et qu'ils passent d'une langue à l'autre, pour voir certains supports qui n'étaient absolument pas du tout accessibles auparavant. À ce que nous n'avions pas accès à ça, nous ne les consultons pas. Donc il y a une perméabilité des langues au niveau de la jeunesse qui est beaucoup plus importante et une barrière à l'entrée dans les univers culturels dans des langues différentes qui sont tombées par le fait que les très bonnes émissions sont disponibles pour ceux les renseigner de façon extrêmement facile, de façon virale, et que ça fait beaucoup moins peur aux jeunes de s'immerger dans un environnement linguistique différent. Justement, c'est peut-être parce que le multilinguisme, un média multilingue qui s'adresserait à un seul et même public, ça ne peut pas vraiment fonctionner. C'est peut-être sur la base d'une idée comme ça qu'est né un journal comme Courrier International. Précisément, propose à des lecteurs francophones la traduction d'articles de différents titres en différentes langues. Alors il y a un élément qui est l'outil finalement du multilinguisme, c'est le sous-titrage. Ça va être l'objet de la présentation pendant l'intermède que l'on va avoir maintenant. Donc il y a un intermède d'une demi-heure et à 16h30 vous avez rendez-vous avec la table ronde qui va suivre, qui s'intitule Culture, Recherche, Édition, la bataille pour les publications non anglophones. Merci à tous, bon après-midi.